quand vous intervenez en dernier dans un colloque, en général, une des techniques les plus évidentes, c'est qu'il arrive à un moment donné où vous n'écoutez rien de ce que disent les autres pour pouvoir vous concentrer sur ce que vous avez à dire. Et je suis très embarrassé parce que j'ai été vraiment passionné par ce qui a été dit. Et je sais la dimension commémorative extrêmement importante d'un moment comme le nôtre. Et donc je suis un peu perturbé par la prise de parole que j'avais choisie. Et j'étais même embêté par comment je vais me présenter à vous. Et je vais me créditer en vous disant que en 1993, j'avais assisté en direct à l'intervention de Jean Carbonara. Je ne connaissais pas ce monsieur, j'avais été très frappé, j'étais sans doute assez disposé à avoir un intérêt pour les questions de processus génocidaires. J'avais moi-même eu un parrain qui était un parrain arménien, qui avait raconté, surtout qui avait raconté un certain nombre de choses. Ma femme, mes arrière-grands-parents qui sont morts à Auschwitz. Beaucoup de choses, évidemment, me frappent dans ma propre histoire, qui fait que ça a beaucoup résonné pour moi, tout ce que vous avez dit. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant, c'est de parvenir toujours à tenir la dimension commémorative et la dimension explicative. C'est-à-dire ne jamais ne faire que commémorer. Je crois que les questions génocidaires, elles sont mal connues en réalité. C'est-à-dire qu'on a beau, quelquefois, pourquoi pas, avoir le sentiment qu'on les ressasse, qu'on ressaisit toujours ces questions par le nombre de morts et par l'effroyable, par l'innommable, etc. Et j'ai toujours le sentiment qu'on a quand même, y compris dans les cadres universitaires qui sont les nôtres, beaucoup de mal à les transmettre. Il se trouve que moi j'ai été recruté à l'université autour des années 2000 à peu près, et que depuis j'enseigne toujours l'histoire de l'antisémitisme, j'enseigne toujours le Rwanda tous les ans, on a toujours 4 heures sur le Rwanda, on essaye de dire évidemment beaucoup de choses avec de la part d'étudiants qui sont quelquefois disposés à vous écouter, et d'autres fois moins disposés à vous écouter, beaucoup d'interrogations sur la question des génocides. Qu'est-ce que c'est qu'un génocide? Qu'est-ce qui fait qu'on doit dissocier la question génocidaire de la question des massacres? Pourquoi on doit le penser en termes de processus? Pourquoi on doit le penser en termes relationnels, etc. Et il est évident que pour chacun d'entre nous, la question du Rwanda et du génocide rwandais, elle pose des questions particulières. Même si je ne suis pas directement concerné par cette affaire, j'ai toujours quelque chose qui me ramène devant mes étudiants à de la colère. Il y a toujours, au-delà de toutes les émotions que peuvent susciter ces questions-là, quelque chose qui se passe en France en 1994, qui nous permet de poser la question de savoir comment des massacres peuvent exister, mais qui pose aussi une question de quel est notre rapport à ces massacres, à ce génocide, au moment où il se passe. Et qu'est-ce qui se passe donc, et beaucoup de choses ont été dites depuis tout à l'heure, en 1994, pour qu'il y ait une forme d'immobilisme politique, d'immobilisme militaire, d'immobilisme politique qui puisse prendre corps en France. Comment c'est possible? On peut l'expliquer probablement de pas mal de manières, et je crois que le rapport de Vincent Duclerc éclaire considérablement cette période-là. Il y a une toute petite chose que j'aimerais dire, et qui me paraît englober un certain nombre d'éléments qui ont été évoqués. C'est une question qui avait donné un titre à un anthropologue et historien que vous avez cité, qui s'appelle Jean-Pierre Chrétien, et qui a écrit en 1997 un livre qui s'appelait « Le défi de l'ethnisme ». Et comme j'ai le sentiment de passer ma vie à être dans le défi de l'ethnisme, c'est-à-dire de la lecture ethnique d'un certain nombre de phénomènes qui aujourd'hui sont considérés comme des grands événements internationaux, je voudrais en dire un mot sur ce qui se passe en 1994 et de tout un tas d'idéologies qui me paraissent ne pas avoir disparu de notre espace politique, d'être là, d'être peut-être même un petit peu plus vivantes que nous voudrions qu'elles le soient, et qui me paraissent là. Derrière cette affaire-là, il y a quand même une idéologie qui est forte et qui touche à l'Afrique en particulier, d'un rapport très particulier à l'Afrique, et qui sans doute s'est sédimenté dans une sorte d'idéologie coloniale qui peut-être reste dans l'esprit français quelque chose qui existe toujours. Qu'est-ce que c'est? Il y a plein de manières de parler d'Afrique, mais il y a toujours l'idée, et en 1994 il me semble que cette chose-là existe, et peut-être qu'elle existe au sommet de l'État, qui est l'idée d'une sorte d'Afrique immobile, d'Afrique éternelle, et qui est une Afrique sans histoire. Vous vous souvenez peut-être, je ne veux pas insister politiquement sur cette affaire, de cette idée de l'Afrique qui n'est pas entrée dans l'histoire. Quelle insulte! Ce qui me met en colère, c'est le fait que ça existe toujours. Quelle insulte! Qu'est-ce que ça veut dire?
que de dire donc l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. C'est une vieille lune coloniale qui consiste à opposer deux modèles de compréhension des sociétés, avec d'un côté des sociétés chaudes, nous, c'est-à-dire des sociétés qui seraient en mesure de contrôler leur propre changement, qui savent contrôler leur changement, qui savent leur montée, et qui savent prendre la mesure de la façon dont elles changent, et puis des sociétés qui seraient froides, en l'occurrence des sociétés africaines, qui elles ne seraient pas historiques, c'est-à-dire qui, pour répondre à de nouveaux défis, à de nouveaux enjeux, apporteraient toujours les mêmes solutions éternelles. Et ces mêmes solutions éternelles, dans l'idéologie coloniale, c'est évidemment la solution présumée qui serait la solution ethnique et qui, pour moi, a très fortement marqué l'immobilisme politique qui a caractérisé la diplomatie française. L'idée que, ma foi, en Afrique, on est en face d'un pays qui est un pays ethnique, elles se sont toujours entretuées et qu'elles s'entretueront toujours et qu'on ne peut pas y faire grand-chose. Cette idéologie, qu'on pourrait qualifier d'une autre manière, c'est une idéologie raciste, et qui est particulièrement puissante, qui existe toujours, qui est exprimée de façon très différente. Elle me semble être toujours assez importante à signaler. Et si je devais, puisque j'ai choisi de faire court, peut-être conclure, je dirais que j'ose toujours espérer qu'il y aura toujours des versions de la République qui nous protégeront de cette lecture ethnique, culturaliste, en l'occurrence raciste, d'un certain nombre d'événements, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Voilà, je laisse la parole à mon camarade Sébastien. Bien, ça n'est pas simple. Ça n'est pas simple parce qu'il me revient donc de terminer. Et évidemment, comme adjoint au maire, alors il se trouve que j'ai un petit peu de chance, c'est que je suis aussi historien de formation et de profession. Enfin, ça n'est pas simple. Alors, mon propos, évidemment, je voudrais d'abord, parce que je suis adjoint au maire et que je représente, et je voudrais évidemment prier de bien vouloir excuser l'absence de monsieur le maire, président de la métropole, Michael Delafosse, qui est retenu ce soir parce qu'il a une réunion publique prévue de très longue date. Et il m'a chargé évidemment de le représenter, donc je me dois, c'est normal, déjà de remercier tous ceux qui ont rendu ceci possible. C'est-à-dire, bien évidemment, cher Michael Yankou, l'Institut Maïmonide Averroès Thomas d'Aquin, dont on sait l'importance intellectuelle dans notre vie. Bien sûr, l'Université Paul Valéry, Anne Fraisse était ici présente, et Éric Soriano, Annie Casso en sont d'éminents chercheurs. Ibuka France, bien sûr. Monsieur Kamanda, soyez évidemment, vous êtes le bienvenu à Montpellier, je vous l'ai déjà dit, et merci de votre présence. Et bien évidemment, il n'est pas là, mais sans lui, ça n'aurait pas été réellement possible. Vincent Duclerc, qui, outre qui est un collègue, qui est un ami, et qui, vous le savez, a été à la tête de cette remarquable commission de recherche sur les archives françaises relatives au Rwanda et au génocide des Tutsis. Et donc, bien évidemment, qu'ils en soient tous, toutes chaleureusement remerciés, parce que ça a été dit, c'est important, hein, c'est une conférence annuelle qui se reproduira, et je suis évidemment très très heureux qu'elle soit ici à Montpellier. La République, cher Eric, tu vas terminer sur la République. Alors, je ne vais pas être trop long. Oui, bien sûr, je pense qu'il faut questionner la République, notre République. Elle a été coloniale, très clairement, elle a été discriminatrice, et ce filtre colonial, ce filtre que l'on peut dire post-colonial, ou néocolonial, ça je laisse les vrais spécialistes en débattre, joue à plein dans les relations entre la France et le Rwanda dans les années 90. Ça a été évidemment très bien montré. Moi je me souviens très bien aussi, vous voyez, moi aussi j'ai beaucoup apprécié, hein, vraiment à l'ensemble de ces interventions, c'était extrêmement fort, extrêmement intéressant, parce que ça nous a tous ramenés, je dirais, à cette année 94. Et moi je me souviens en fait d'un grand brouillard, je me souviens d'un grand flou.
Alors maintenant que j'ai un peu de bouteille historique, je me dis que les pires atrocités, les pires génocides se déroulent toujours dans le flou et dans le brouillard. Dans la furie de la Première Guerre mondiale, eh bien, il se passe le génocide des Arméniens, mais les opinions publiques sont ailleurs, elles sont empêtrées dans des tas d'autres nouvelles et fausses nouvelles. Entre 1940 et 1944, c'est la même chose. Les gens savent, beaucoup de gens savent, mais là c'est pareil, les opinions publiques sont empêtrées, fausses nouvelles, vraies rumeurs, etc. Et donc moi je reviens à cette année 94 et c'est un peu la même chose. Et je me souviens de ce flou, moi j'avais une vingtaine d'années, j'étais jeune étudiant, je me souviens de ce flou, et alors on nous parlait de la menace anglo-saxonne sur l'Afrique, vous voyez. On nous parlait, il y avait ce vieux fond d'anglophobie coloniale, c'est-à-dire que derrière Paul Kagame, derrière le FPR, c'était l'Ouganda. Et c'était l'Ouganda, donc c'était les Britanniques, donc c'était les Américains. Vous voyez, donc on avait cette grille de lecture-là. Et puis il y avait, tu l'as très bien dit, il y avait cette espèce d'essentialisation ethnique, de fossilisation. Voilà, on nous présentait les Hutus, les Tutsis, puis c'était comme ça. Et puis effectivement, comme le dira d'ailleurs le président Mitterrand à Biarritz, quand des Africains se battent à la machette, c'est pas la responsabilité de la France. Enfin, c'est quand même très très dur de dire des choses comme ça. Ça en dit long sur ce filtre. Voilà, cette idée d'une violence endémique qui serait essentiellement africaine. Et qui permet évidemment aux dirigeants français de se dédouaner. Alors bon, évidemment, ça a été dit gentiment par Vincent Duclerc. Moi, je suis aussi heureux, et je vous le dis, je suis content que Vincent l'ait souligné, moi, je suis un élu socialiste. Le maire de Montpellier est un élu socialiste. Et c'est pas simple pour un élu socialiste aussi de parler de ça, parce que François Mitterrand, on le sait, et son entourage, aujourd'hui encore à la manœuvre, Jean Glavany, pour ne pas le citer, à la tête de l'Institut François Mitterrand, régulièrement prend la parole dans la presse pour discréditer le travail des chercheurs et des historiens. Et donc il est sûr qu'il y a peut-être... Voilà. Alors nous, on est peut-être de cette deuxième gauche dont on a souvent parlé, peut-être que ça nous donne effectivement, il a été fait référence à Michel Rocard, je pense qu'il y a aussi un point de filiation aussi avec le protestantisme. Dieu le fit, moi ça m'a beaucoup intéressé, Dieu le fit, c'était un lieu de la réforme protestante au XVIe siècle, c'est un lieu aussi qui a, lors de la Seconde Guerre mondiale, accueilli beaucoup de réfugiés, beaucoup de juifs, qui en a caché beaucoup. C'est là aussi où René Char, où Elsa Triolet ont aussi trouvé refuge. Et c'est intéressant de voir que ce personnage, effectivement, je me souviens aussi de cette interview choc avec Bruno Mazur, il est dans cet écosystème-là. C'est intéressant, cette longueur et cette puissance de l'histoire. Alors oui, la République est en cause. Elle est en cause, effectivement, parce qu'elle a été coloniale, parce qu'elle est sans doute, à bien des égards, elle a, en tout cas en 1994, il y avait ce filtre-là, ce filtre post-colonial, néocolonial. Elle est aussi en cause, et Vincent Duclerc l'a très justement dit, elle est aussi en cause la Ve République, par son fonctionnement. Par son fonctionnement qui permet au président et à son entourage de mener une politique africaine sans partage, sans contrôle. En fait, l'Élysée a mené avec le Rwanda ce qu'on peut appeler une politique spéciale. C'était une politique spéciale. Mais heureusement, cher Eric, la République, ce ne sont pas que des dirigeants et des institutions. La République, ce sont aussi des avocats, des diplomates, des officiers, des citoyens. C'est aussi la République savante, celle des historiens, celle des chercheurs, qui ont tous et toutes sauvé l'honneur de la démocratie républicaine face à la raison d'État de l'exécutif présidentiel. La République, c'est aussi le rapport Duclerc. Travail exemplaire de cette commission. Vraiment, je veux le souligner, et souligner que ce travail a été voulu par un président de la République, qui a eu des mots très forts en 2021 à Kigali, peut-être pas ceux qui étaient attendus, voyons ce qui sera dit ce 7 avril, mais quand même des mots
extrêmement fort. Et le travail de cette commission, il est très important. Parce qu'il faut bien mesurer que la situation mémorielle entre la France et le Rwanda était une situation incendiaire. La France n'a sans doute jamais de contentieux aussi grave avec un quelconque autre pays dans le monde. La France est accusée de complicité de génocide. Nous n'avons, il n'y a pas d'autre exemple. Et je trouve que cette commission qui a permis, si ce n'est de résoudre cette crise mémorielle, mais en tout cas d'y répondre par l'histoire, par le travail de la recherche, c'est évidemment, et ce qui aboutit à la prise de parole du président de la République en 2021, c'est tout de même à souligner, et c'est à porter tout de même au crédit de la République savante et institutionnelle. Alors, je me permettrai, c'est aussi mon rôle, de faire le lien avec la ville de Montpellier. Sinon, je ne sers pas à grand-chose. Je suis heureux que ça se passe à Montpellier. Voilà. Et que ça se passe encore à Montpellier. D'abord parce que Montpellier, on aime faire dialoguer, et ça a été dit, histoire et mémoire. Moi, j'aime bien ce qui a été dit sur la mémoire, quelque chose qui a de l'avenir. Je trouve que c'est magnifique. Ce qui a été dit aussi sur le fait que la mémoire n'est pas là pour être une sorte de... Enfin, c'est pas de la poussière, c'est pas des vieux objets sur des étagères poussiéreuses qu'on déplace de temps en temps. Commémorer pour commémorer, c'est pas intéressant. Donc il faut que ce soit dans le présent. Tu l'as très bien dit, et s'il y a un devoir de mémoire, il y a surtout un devoir d'histoire. Et je pense que c'est important. Et Montpellier, grâce à ses instituts de recherche, l'université Paul Valéry, grâce à ses associations, grâce à ses instituts, comme l'Institut Maïmonide, grâce à ses sociétés savantes, eh bien c'est un lieu où l'on réfléchit à l'histoire et aux liens qui se nouent entre histoire et mémoire. Montpellier aussi, parce que Montpellier est une ville ouverte. Je vois ici, et c'est très important que ça se déroule à la Maison des Relations Internationales. Montpellier est une ville ouverte, oui. C'est une ville tolérante. C'est une ville où l'ouverture ne se discute pas parce que, cher Michael, vous le savez très bien, s'il n'y avait pas eu cet édit des Guillaumes en 1180 qui autorisait la médecine à toute personne, quelle que fût son origine, eh bien, le destin de Montpellier en aurait été sans doute changé. S'il n'y avait pas eu les textes protecteurs du judaïsme de Jacques Ier d'Aragon, eh bien, le dialogue et les riches échanges intellectuels entre savants chrétiens et juifs n'auraient pas existé et notre ville ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Car Montpellier aussi, parce que Montpellier est une ville ouverte sur le continent africain, riche de ses nombreux jumelages, riche de ses partenariats, de ses projets, riche de ses diasporas, et si active dans notre ville. Et l'organisation, vous savez, en 2021, ici, du sommet Afrique-France, a été un grand moment pour ces diasporas et une grande fierté pour la ville de Montpellier d'avoir été choisie. Et c'est une forme de reconnaissance de ce lien à l'Afrique. Vous savez que nous avons longtemps caressé l'espoir d'un projet de la musée de la France et de l'Algérie. J'espère que l'État nous entendra un jour, et la ville le redit, nous sommes disposés à cet outil de rencontre et de connaissance. En tout cas, nous avons proposé le bâtimentaire et le foncier, tout est prêt. Il ne reste plus qu'un peu de volonté politique. Et Montpellier se veut ouverte, effectivement, accueillante aux diasporas, parce qu'elles doivent pouvoir trouver ici, et c'est le sens aussi de tout ce que vous menez, de tout ce que nous menons à la Maison des Relations Internationales, autour de l'accueil des réfugiés, autour de SOS Méditerranée. On doit trouver à Montpellier asile, on doit trouver protection, on doit pouvoir y commémorer les crimes dont on a été victime. Il y a des Arméniens à Montpellier, ils ont un mémorial. Il y a évidemment une très importante et très ancienne communauté juive, elle a son mémorial. Et donc je suis très heureux, ça a été dit, de terminer en vous annonçant que le 11 mai, la ville de Montpellier inaugurera une stèle commémorative en hommage aux victimes du génocide des Tutsis du Rwanda. Ce sera, je pense, un grand moment. Je vous invite toutes et tous à venir nombreux dans le parc Arménie,
le bien nommé Parc de la Paix, à l'arrière de l'hôtel de ville. J'espère vous y retrouver très nombreux. Monsieur le maire sera là. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Merci à toutes pour votre leçon de savoir.